Allez, un petit track à l'arrache pour le papillon. Salut la souterraine. À force de parler et d'avoir raison, on a mangé tous nos mots. Il n'y a plus que les chansons qui peuvent nous sortir de la dépression. C'est qui parle? Celui qui croit qu'il sait, c'est moi, c'est toi. C'est qui parle? Qui parle encore et encore au lieu d'oser éclore. Osez la mélodie, c'est chanter la chanson de la vie. Osez la mélodie, c'est quand on chante ou qu'on se tête, mais qu'on reste plus entre les deux. Oh, un poisson mort, empoisonné, retrouver le ventre en l'air, un testament avalé dans une bouteille à la mer. Avec ce message, facteur, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous lègue rien puisque vous avez tout et que vous vous battez juste pour en avoir un bout. Allez, monte sur la balance. Y'en a trop! Alors, vide tes poches mec, qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Et puisque tu n'emporteras pas avec toi, y a plus qu'à... Aujourd'hui, on va voir Clément et son rire expérimental qui sourit à la vie. Abona 87, non, c'est pas son nom de Sibylle. Clément, il ose juste la mélodie. Oser la mélodie. Si tu veux soutenir la chaîne, va faire un don sur Tipeee. On pourra peut-être bosser ensemble en collaboration petit à petit. Plus efficace que du blablabla pour nous donner un véritable espace de transition. Et... poser les pompes, remettre les pieds en terre. Recevoir dans nos corps le flux perdu, racine de toutes les cultures. Mère nature, par le feu tranquille qui nous met tous en cercle. Je devrais me rappeler de toi même quand je fais les courses à l'eau claire. Allez, je me tais. Allez, et surtout, n'oublie pas, même si on doit mourir un jour de toutes nos conneries, puisque ça change rien, la peur c'est la porte et l'ouvrir c'est... C'est chanter la chanson de la vie. C'est quand on chante un air pourri si tu veux. Ou qu'on se tait. Ouais, mais qu'on reste plus entre les deux. Bonjour à tous, bienvenue sur le papillon. Alors aujourd'hui, on arrive dans un lieu mystérieux, dans un écrin de campagne. Voilà, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et il y a Ibex qui veut jouer. Mais moi j'ai pas envie de jouer. Salut Ibex. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un petit cabanon, un petit havre de paix. Une grande table pour inviter plein d'amis. Et voilà. Bonjour. Salut Clément. Ça va? Ça va bien? Ça va. Merci de nous accueillir pour le papillon. Eh ben de rien, et un grand merci pour le papillon pour son envie de communiquer des belles choses. Voilà. C'est gentil. Des belles choses dans l'esprit agriculture durable et dans l'esprit de faire des belles choses pour notre environnement. Voilà. Et c'est pour ça que je viens te voir justement, parce que j'ai vu sur Facebook justement un peu ce que tu faisais. Ouais. Et donc on va montrer un petit peu. Et donc voilà, là on a au miracle du riz en Haute-Vienne. Alors on va tout faire pour qu'il y ait du riz en Haute-Vienne. Après pour l'instant c'est expérimental. Ouais. L'idée c'est de faire donc une rizière inondée qu'on voit ici donc, avec différentes variétés de riz, et donc une rizière ici en culture sèche, culture inondée, donc voilà, inondée avec 5 à 10 cm d'eau, donc avec le riz qui
qui est dedans. Et donc en culture sèche, on estime qu'il y a beaucoup moins d'eau, de consommation d'eau. On sait bien, tu le sais bien que le souci c'est l'eau quoi, dans nos régions de partout. Et donc l'idée c'est quand même d'espérer de faire du riz qui consomme très peu d'eau. Donc là l'idée ça va être d'arroser en fait sur toute la longueur avec différentes quantités d'eau pour voir en fait comment il résiste à cette différence d'irrigation. Voilà. D'accord, parce qu'en fait le riz en culture sèche, ça existe, enfin en termes de production dans le monde ça existe? Oui, ça existe, oui, ça existe. C'est ce que fait donc Alexandre Auré, comme je t'ai expliqué comment c'est venu en fait l'histoire. C'est que quand je suis revenu dans la région, je me suis installé sur ce terrain, donc c'était en octobre 2017, et de là en fait un copain est venu en fait sur le terrain. Et il me dit tu devrais faire pousser du riz dans ton marécage. Donc de là en fait j'ai rigolé de sa plaisanterie qui n'en était pas une. Et de là j'ai commencé donc à chercher un peu de partout, donc on va dire d'octobre 2017 donc jusqu'à début d'année 2018. Et de là en fait il y a eu l'occasion d'aller voir Monsieur Ré donc en Bretagne en août donc 2018. Et de là en fait il m'a expliqué, lui il n'a pas fait en rizière inondée, il m'a expliqué directement culture sèche. D'accord. Donc le principe de riz en terrasse aussi, hein, qu'on peut dire, sur les bords de collines. Et donc dans les régions d'Inde, voilà. Et puis il y a du riz qui se fait même en Afrique, il y a des riz un peu sur pas mal de régions. Et donc ça peut se faire oui en culture comme ça, où il y a beaucoup moins d'eau. Ouais. Et donc les seuls producteurs qu'on a en France du coup c'est la Camargue ou? Alors les gros producteurs on peut dire qui font du riz en France c'est la Camargue bien sûr. Un terrain expérimental donc en Bretagne chez Monsieur Ré qu'il faut se renseigner, aller voir, c'est très, très intéressant. Et puis j'espère aussi dans le Limousin. Ouais. Voilà. C'est une région où il y a un peu plus d'eau. Et donc oui, c'est possible peut-être par rapport à ça. Ouais. À voir quoi, expérimenter. Le but c'est riz à la vie en semant des graines quoi. C'est ta devise. Donc l'idée c'est d'apprendre. Moi sur l'agriculture j'apprends tous les jours. Je suis conscient que je connais encore très peu sur l'agriculture. Mais j'ai envie d'apprendre et prendre du plaisir à expérimenter de nouvelles choses. Et donc là du coup tu as fait une irrigation Alors là c'est une irrigation par aspersion. Parce que au début il a fallu que j'irrigue quand même assez rapidement. Et je suis en train de réfléchir maintenant à faire du goutte à goutte. Et donc toujours pour un principe d'énergie, parce que là c'est fait par une pompe. Et pour un principe d'énergie, je vais donc raccorder à la sortie de l'étang. J'ai commencé à faire le branchement, on peut aller voir si tu veux. J'ai commencé à raccorder en fait, à mettre un robinet en gros, pour que la pression de mon étang irrigue directement goutte à goutte et comme ça j'aurai pas de souci d'énergie, de consommation d'énergie pour ça. Donc là du coup, je vois que tu as mis un couvert, donc du coup ton sol là il est... Alors le sol ici c'était donc un sol qui était très marécageux, comme on peut le voir donc dans la rizière, du fait qu'on est en contrebas de l'étang. J'ai récupéré de la terre, c'est venu très simplement par on va dire un principe de bon sens paysan quoi. C'est qu'au début en fait c'était tout du genêt du saule dans toute cette partie là. Donc j'ai tout débroussaillé, j'ai récupéré donc tout ce qui était genêt, je l'ai broyé, je l'ai mis donc au sol. Ça m'a donc rehaussé le niveau du sol qui était donc moins dans l'eau quoi en gros. Par-dessus j'ai mis de la terre que j'avais au-dessus, donc à la brouette, et de là en fait j'ai fait mon premier jardin l'année dernière, ça a bien donné. Et là en fait j'ai rajouté la terre qui était donc assez hydromorphe ici, que j'ai rajouté donc en gros sur une épaisseur de 20 cm sur cette butte de culture donc. D'accord. Donc on peut dire dessous en fait il y a donc le broyat de genêt. Après il y a donc la terre qui était donc du talus au-dessus et donc ce sol. Et donc en espérant que nos amis les vers de terre fassent aussi tout le travail qui est très beau à voir quoi. Et donc par dessus j'ai repaillé pour garder l'humidité. On peut gratter un peu sur le bord ou... D'accord, ouais, c'est bien souple.
Alors c'est encore la terre qui vient du marécage, quoi. Hein. Ouais. Mais je pense qu'après ça va le faire, quoi. Alors j'ai revu des vers de terre. Dès que j'ai commencé à faire ce travail-là, il y a des vers de terre qui sont revenus aussi. Donc voilà, c'est un bon début, on va dire. Ok, et là tu me disais en fait ce que tu as mis au bord du bac. Donc là oui, quand j'ai commencé à faire cette butte de culture, du fait que j'avais broyé en fait tous les genêts, que j'avais fait tout ce travail-là, ben bien sûr j'ai eu énormément de limaces qui sont arrivées, ouais. qui m'ont mangé un peu tout le jardin. Et donc je voulais surtout pas mettre de produits, de petits granulés et trucs comme ça. Donc je me suis renseigné un peu sur internet, et de là en fait sur internet j'ai vu des vidéos de M. Covès. Si tu veux en fait ne plus avoir de limaces, alimente tes limaces. Donc la première chose que j'ai fait en fait, c'est qu'au-dessus, tout au-dessus en fait, j'avais toute une bande ici de colza et de moutarde pour leur donner à manger, avec des restes aussi de branches de bois, tout ça. Donc ça c'était pour leur donner à manger, pour qu'elles se régulent un peu. Et après aussi j'ai vu une deuxième vidéo qui était la barrière physique en fait anti-limaces. Donc c'est ça. Et donc ça m'a pris quand même un peu de temps à faire ça. Ouais. Et le principe en fait c'est que ta limace elle monte donc pour arriver à ton jardin, elle monte sur la paroi. Elle arrive en fait ici donc sur le haut, donc ça elle peut encore se faire une escalade on va dire à l'envers. Et après quand elle veut toujours aller vers le jardin, elle arrive toujours encore à faire le latéral ici. Mais là sur ce bord tranchant en fait, il a fini par retomber par l'extérieur. D'accord. Ce qui a fait que ça m'a énormément régulé en fait les ravages de limaces. C'est du travail, mais ça dure dans le temps. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir un petit jardin au début, voilà. Là par exemple tu vois un riz qui est en train de taler, là. Un pied de riz qui est en train de taler, qui se divise. Donc au début il y a eu cette première partie qui est sortie, ouais. Et après donc ça commence à taler sur la première tige, et après ça commence à taler sur d'autres tiges, quoi. Et ça peut taler beaucoup du coup Ça peut taler pas mal de ce que j'ai compris, ouais. D'accord. Ouais. C'est à voir. C'est très intéressant, et en fait c'est ça, c'est un peu l'enjeu. L'enjeu c'est que ça tale pas beaucoup, ouais. Ouais. L'enjeu c'est que ça tale beaucoup, ouais. Donc là en fait on est à la sortie de l'étang, c'est ça? On est à la sortie de l'étang, la vidange de l'étang. Et histoire de ne pas consommer d'énergie, je me dis, je vais essayer, je me dis que ça serait bien d'utiliser cette pression de l'étang. Je pense qu'on a au moins un bar 3, un bar 4. Donc ça peut peut-être le faire pour goutte à goutte. Et tu vas être obligé de passer par des filtres ou... Je vais mettre des filtres, j'ai acheté un filtre. Ouais. Qui va me diminuer peut-être un peu la pression, faut tester. Et donc là c'est ton poulailler? Là c'est le poulailler des canards et des poules. J'ai pris des Khaki Campbell. C'est des coureurs indiens en gros qui raffolent des limaces. D'accord. Dans le principe aussi des 3 choses que j'ai vues pour les limaces. Comment tu les appelles? Khaki Campbell. Khaki Campbell. Une variété de coureurs indiens. Dans le principe pour les limaces, comme je t'ai dit, monsieur Hervé Covès, en gros il faut les alimenter. Deuxième chose, les réguler, pourquoi pas aussi avec les canards s'il y en a trop. C'est un canard aussi qui fait beaucoup d'œufs. C'est un des canards qui fait le plus d'œufs, qui est très bon pour la pâtisserie. Et de la banque viande aussi, alors pour l'instant j'en ai pas encore tué un. Et donc du coup toi ton projet en fait, ce que tu es en train de me construire, tu essayes pour le riz, mais tu veux faire que du riz, tu veux faire... Comment tu conçois ton évolution là? Comment je construis mon évolution, c'est surtout d'apprendre, continuer à apprendre. Ouais. Donc ça, la formation en maraîchage où je suis au Vasé, que je conseille fortement, m'apprend beaucoup. Là tu es là en ce moment? Là j'y suis actuellement. Et donc l'idée c'est déjà d'apprendre vraiment sur l'agriculture et de choisir sa voie après sur mon mode de production. Et l'idée en fait finale, mon rêve final, c'est de faire une ferme diversifiée.
donc avec un peu de céréales, avec un peu de bêtes, avec un peu de maraîchage. Je dis souvent faire la ferme d'antan avec nos technologies, on va dire, actuelles, quoi. Et l'idée, c'est qu'elle soit aussi autonome en énergie, ou du moins tout faire pour minimiser énormément son impact environnemental sur la ferme. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être une réalité. Ça, tu tiens à ça, en tout cas, à l'autonomie Je tiens vraiment à l'autonomie et je tiens vraiment à travailler le moins possible le sol. Mais moi, ce qui m'attrait vraiment, c'est la relation avec les arbres notamment, la diversité de tous les végétaux et le fait de travailler le moins le sol. Il y a de grandes chances que je vais beaucoup travailler en couvert végétal, de planter dans du couvert végétal. En autonomie, j'ai construit un rocket stove par rapport à différentes vidéos que j'ai vues pendant tout un hiver, on va dire. Et l'hiver d'après, j'ai attaqué le poêle. Fait donc un poêle qu'on pourrait dire un poêle bouilleur en gros. C'est un poêle qui, donc au principe rocket stove, qui me chauffe mon eau aussi à 95 degrés. D'accord. Jusqu'à 95 degrés. Voilà la bête. Alors, belle bête. Ouais, j'ai des copains qui me disent que c'est un peu une fusée, d'autres qui me disent que c'est un peu une usine à gaz. Donc c'est tout simplement un poêle. Le principe, c'est que tu mets en fait les bûches ici, donc verticalement. Donc t'en mets qu'une là-dedans en fait? Non, t'en mets plusieurs, faut les fendre. Tu peux mettre des bûches en gros de ce diamètre-là, quoi. D'accord. Voire une bûche comme ça fendue en deux, ça passe très bien. Ouais. Et donc tu les mets verticalement. Il y a donc un principe de double combustion qui se fait. Donc combustion primaire avec la flamme, une double combustion des fumées par la suite. De là, donc ça fait une sorte de gros J, on va dire. Donc le brûleur, on va dire que ça passe comme ça, verticalement, après latéralement jusqu'au centre, et après il est jusqu'à cette hauteur-là. Donc on va dire un gros J. De là, la fumée qui se dégage ressort sur les côtés, et après elle part en fait sur l'extérieur en contrebas. D'accord. Avec aussi une cheminée qui doit être assez haute, de facilement 4 mètres. Et donc ce que j'ai rajouté, c'est donc un serpentin ici, qui donc de là à là il y a tout un serpentin qui tourne autour du brûleur, donc ça chauffe l'eau, sachant que l'eau, donc après il y a une réserve d'eau au-dessus, donc c'est un cumulus, hein. Sachant que l'eau chauffe, elle est donc plus légère, donc elle finit par monter. On appelle ça le principe du thermosiphon. Donc là, elle chauffe ici, elle monte ici. Elle chauffe donc le cumulus. Du fait qu'après l'eau est plus froide, parce que elle a perdu en gros de la chaleur, en gros, elle remonte, pas qu'elle remonte, mais dire elle sort ici. Et après donc elle redescend ici sur serpentin et comme ça ainsi de suite, quoi. D'accord. Et donc l'idée après c'est que j'ai couplé donc une pompe. Donc une petite pompe 12 volts ici, comme je t'ai dit, j'ai juste un panneau solaire ici. Donc j'ai couplé une petite pompe 12 volts qui m'envoie en fait mon eau ici, donc sur tout le haut là. Et donc en fait ça arrive après ici, donc tu vois c'est couplé, et ici ça arrive après sur un serpentin. C'est le même principe que les... Génial. C'est le même principe, le serpentin, que les planchers chauffants. Ouais. Et donc, ce serpentin donc, passe sur toute la table à semis, donc c'est là où il reste encore du riz. Et en fait, ce que j'ai fait pour réguler la température, c'est que j'ai couplé donc ce serpentin, avance-toi ici si tu veux. J'ai couplé le moteur, je veux dire, l'alimentation du moteur, je l'ai couplé avec une sonde mécanique. D'accord. Et ça me permet donc d'actionner la pompe qui va donc alimenter mon serpentin, mon plancher chauffant on pourrait dire, pour réguler la température. Donc j'ai réussi cet hiver, enfin je veux dire quand j'ai lancé la culture, on va dire avril quoi. Avril. Et enfin mars, avril, février, mars, avril pour différentes cultures. Par exemple ceux-là ils sont de février mais je ne les ai pas encore plantés. Donc faut que ce soit entre 20 et 30 degrés en fait pour que ça germe le riz.
faut que ça soit... il y a plusieurs sources. Il y a des sources qui se disent que c'est 20 degrés, d'autres qui se disent que ça peut aller jusqu'à 30 degrés en germination, enfin en pré-germination. Dans tous les cas, le riz, il commence à pousser, donc la plante en elle-même, elle commence à pousser quand elle est au-dessus de 13 degrés. D'accord. Voilà. Et en termes de semences, du coup, tu t'es approvisionné où? Enfin, comment tu as fait tes choix? On va dire que ça a été les hasards de la vie, quelques recherches comme ça. Il y a des semences que j'ai pu avoir par exemple par Cocopelli, qu'un collègue m'avait conseillé, et d'autres semences qu'on m'a données. D'accord. Voilà. Et là, on a un autre engin en fait. Un autre type de poêle, on peut dire, un poêle à sciure, on va l'appeler comme ça. C'est ça, ouais. Donc c'est un ami qui m'a proposé ce poêle juste avant qu'il y ait des fortes gelées. Ça m'a permis en fait de, malgré donc que j'avais cette serre donc en double paroi, enfin cette table à semis en double paroi, ça m'a permis quand même de sauvegarder un peu mon riz en mettant en fonction ce poêle. Et donc en gros tu mets que de la sciure dedans. C'est le même principe que le poêle roquette aussi. L'idée c'est que tu mets la sciure dedans, tu as un trou qui est au fond, tu mets donc un bâton, un bon tuyau, quoi. Ben, on l'a là le tuyau par exemple. Tu vas faire un canal de combustion en gros. Ouais. Tu le mets sur le milieu, tu mets ta sciure en fait donc, sur l'extérieur du tuyau, tu tasses tout ça, tu retires ton tuyau, ça te fait donc ce canal de combustion, tu allumes par le bas, et donc tu as la combustion qui se fait, et la fumée sort sur le côté aussi. D'accord. Voilà. Donc ça m'a permis quand même de de chauffer sans gasoil, sans électricité. Mais du coup, tu le mets où ça, le truc du coup? Tu le mets à l'intérieur et après... Ah, à l'intérieur. Donc là, il y a un petit ventilateur en fait que tu as installé. Donc là, j'ai installé un petit ventilateur, oui, au cas où que j'ai ma température donc, extérieure là. Ouais. On ne parle pas de la température de la terre où il y a la sonde comme je t'ai dit auparavant. Là, on parle de température donc d'air ambiant. Et donc, je l'ai fait de façon que ça déclenche quand la température est trop élevée. D'accord. Ok. Donc là, en fait, c'est un rouleau. Donc là, c'est un rouleau à prairie. Donc c'est un bricolage artisanal, mais c'est un rouleau donc à prairie. Et donc l'idée, c'est que bon, moi, il va être bricolé de façon d'être tracté par le petit tracteur que tu vois derrière, qui va faire le bricolage à l'occasion. Donc tout léger, tout mignon. Et donc l'idée, pour revenir sur ce rouleau à prairie, le principe, c'est de faire un rouleau faca. Le principe du rouleau faca, c'est donc un rouleau à prairie, lisse comme tu vois, comme celui-là, mais en beaucoup plus long. Donc en moyenne, c'est un rouleau à prairie qui vont sur les tracteurs agricoles, c'est 2 mètres de long. Et donc l'idée en fait, donc c'est quand même plus haut aussi, hein, c'est un rouleau qui fait deux fois cette hauteur-là. Les anciens prenaient ça, donc souvent ils sont en train de rester à rouiller sur des vieilles fermes, dessous des ronces ou quoi. Et donc l'idée c'est de prendre ces rouleaux à prairie, d'en faire donc un rouleau faca. Il faut qu'il soit lesté assez lourd, je crois que c'est 400 km linéaires, un truc dans le genre. Donc soit mettre des lestes, soit le charger avec du béton à l'intérieur, ce qui sera le cas pour celui-là. Et en fait, le principe pour le couvert végétal que je te parlais tout à l'heure, c'est de mettre des lames de ferraille, donc des cornières en gros, hein, ou des T, qui soient soudées en fait transversalement comme ça, donc un peu de biais quoi. Et ça permet de coucher donc le couvert végétal et de le blesser à différents endroits de façon qu'il ne reprenne pas. Et donc ça, c'est important que tu en parles sur la vidéo, parce qu'on en cherchait un au vasé déjà. Moi celui-là je vais le bricoler pour moi, ça sera très bien pour mon expérimentation on va dire. Mais on cherche un rouleau faca, enfin un rouleau à prairie qu'on transformera en rouleau faca, pour bosser donc avec les futurs apprentis, enfin les futurs stagiaires je veux dire au vasé. Et donc s'il y en a qui voient cette vidéo, qui connaissent un rouleau à prairie dans un tas de ronces ou quoi, faut pas qu'ils hésitent à te contacter et puis après tu m'en parleras. Et puis on contactera les vasés, ça pourrait être très intéressant. Parce que le but c'est de faire de l'agriculture naturelle et donc c'est vraiment sympa quoi, d'expérimenter sur ça.
Donc voilà, rouleau à prairie qui peut aller derrière un tracteur agricole qu'on transformerait en rouleau FACA. Et donc si jamais tu arrives à avoir avoir du riz et tout, tu prévois d'en faire un peu plus? Comment tu vois l'évolution? L'idée c'est déjà faire du riz, d'apprendre des techniques culturales qui me plaisent bien en couleur végétale. Et de faire peut-être aussi, et dans de chance aussi un peu de maraîchage, faire une ferme diversifiée, commencer petit, apprendre sur ça, et quand je me sentirai prêt, de faire quelque chose de sérieux. Bon merci Clément de nous avoir... Et un grand merci Serge, Attends, un grand merci d'être venu t'intéresser à cette rizière et c'était vraiment un bel échange. Et merci cool à toi de nous... personnes comme toi intéressées à gentil. de passer des belles choses. Non mais c'est vrai, c'est cool. Tiens-nous au courant, voilà, si le riz arrive au bout et puis je vais faire mon on donnera des nouvelles aux internautes je vais faire mon mieux de tout ça. Je vous tiendrai au courant. Allez, merci, ciao. Merci, je te serre la pince Ouais. quand même.